Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette émission Le défi de la vérité de François, avec aujourd'hui un invité exceptionnel, vous allez le voir. Couille, bite, nichon, c'est son lot quotidien. On a tendance à le caricaturer autour de ces trois mots. Et pourtant, Jean-Marie Bigard, c'est bien autre chose et on le verra pendant toute cette émission. C'est un artiste, le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France. Un succès qui ne se dément pas. Du reste, au fil des années, plus d'1 million de followers encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui a un cœur gros comme ça. Pendant 45 minutes, on va essayer de le découvrir en tout cas autrement. On va offrir une autre facette de sa personnalité. Jean-Marie Bigard, bonjour. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'enregistrement. Jour de l'enregistrement, c'est la journée de la femme. Ah oui. Qu'est-ce que vous leur dites aux femmes aujourd'hui ? Je leur dis que je les adore et que je suis très heureux d'avoir à 60% dans mes salles des femmes qui comprennent et qui lisent mon cœur bien mieux que oui, parce les qu'on bons vous hommes dit, qui, on vous dit eux, misogyne viennent quand chercher. même. Pardon ? On vous dit misogyne aujourd'hui. Non. Il y a quelques féministes, oui, qui sont un peu en colère après moi, mais sinon les femmes en général m'adorent. D'abord, elles voient mon côté féminin et puis elles lisent bien mieux dans mon cœur. Elles comprennent que le lâcher de salope, en fait, et c'est une attaque en règle contre les hommes, si tu veux. Je montre par ce sketch, en fait, la pitoyabilité du chasseur quand on remplace le gibier par le beau sexe. C'est absolument ignoble, ça m'a toujours consterné et m'est venue l'idée en appuyant un peu sur la craie de dire voilà ce qu'est l'homme quand il est chasseur. Tu vois, je voulais dénoncer ça, les femmes le comprennent très bien, à part quelques sexistes qui voudraient être aussi connes que les hommes et qui ont du mal à le faire. Alors on a vu il y a quelque temps que vous avez voulu donc vous présenter aux élections présidentielles. 13% oui. des Français étaient prêts à voter pour vous. Et pourtant, il semblerait que vous soyez rétracté. Est-ce que vous confirmez ici même sur ce plateau de François ? Pas rétracté, je me suis retiré, disons. Sous les menaces et tout, menaces de mort, bon, ça peut être n'importe qui, hein, mais bon, il faut quand même se méfier. Et puis, je suis un peu sensible. Moi, quand on me dit « on sait où tes enfants sont à l'école », ça me suffit, quoi. Je dis, je vais pas aller jouer avec ces gens-là, je ne sais pas jouer à ça. Donc, je me suis dit que je serais plus efficace dans les tribunes, de hurler dans les tribunes, que d'aller sur un terrain où je ne sais pas jouer. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, quel est votre meilleur souvenir à date ? On va essayer de vous connaître un peu mieux de l'intérieur. S'il y avait un souvenir à retenir aujourd'hui qui soit prégnant, plus que les autres, ce serait lequel ? Le plus grand souvenir de ma carrière, en tout cas, c'est forcément le Stade de France. Et c'est pour ça aussi que je suis là, tu vois. François, on me parle de vérité. J'ai dit, moi, je suis preneur. J'aime bien avoir un maximum de gens un peu contre moi. Et puis, Dieu m'a donné ce talent de ne pas céder à la panique ni à la peur. Donc, j'ai fait une thérapie de groupe, une dynamique émotionnelle de groupe qui fait que j'ai aperçu que la peur, elle te tue plus facilement que si tu n'as pas peur. C'est bien d'avoir un petit peu peur pour éviter la balle. Mais trop peur, tu restes figé et tu la prends dans la tête. Donc, j'adore être sûrement pas ce mot ignoble qu'on n'arrête pas de sortir à tout bout de champ, complotiste. Je serais plutôt un Colombo. Je serais plutôt un mec qui se pose des questions. Je serais un mec à qui on dit « Mais non, c'est lui. Tu vois bien que c'est évident que c'est lui qui a tué lui. » Et Colombo, il dit « Non, moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est plutôt autre chose. » Et ensuite, il le démontre et nous nous régalons à regarder cette série, ce Colombo qui mène l'enquête, même si dès le départ, on connaît tous les tenants et tous les aboutissants. Donc moi, je suis un petit peu comme ça. J'aime bien poser des questions. Je suis le fou du roi. Le fou du roi était très courageux. On pouvait lui couper la langue, hein, carrément, tu vois, le tuer, l'exécuter même. Et donc, c'était un type courageux. Et j'aime bien être ce type courageux qui se met debout quand tous les autres restent un peu couchés. J'aime bien dire, il y a une tache sur la robe, même si personne n'ose le dire.
Alors, comment faites-vous là? C'est une grande question qu'on est en droit de se poser pour faire tous ces sketchs, d'être aussi productif que vous l'êtes. Est-ce que c'est improvisé? Est-ce que vous avez toute une équipe derrière? Et d'où vient cet art de pouvoir délivrer avec une telle aisance, de pouvoir restituer comme ça toutes ces histoires à la minute? On vous voit aux grosses têtes notamment. Oui, bien sûr. Non, les blagues, c'est une chose à part, mais sinon, ma soif de liberté et de vérité est insatiable. Je n'arrête pas de lire et de relire des grands hommes qui en ont parlé. Si on ne devait en citer qu'un seul, ce serait Schopenhauer, à propos de la vérité, qui dit la vérité passe par 3 étapes. Là, ça nous concerne directement aujourd'hui. Allez, d'abord railler, moquer, tu vois, jusqu'à presque te détruire, tu vois. Elle est condamnée ensuite avec une méchanceté absolue. Et la 3e étape, elle est finalement, cette vérité, acceptée comme ayant toujours été une évidence. Voilà les 3 phases par lesquelles passe la vérité. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un peu de sang qui coule ou d'oreilles qui saignent un peu au départ. Effectivement, il faut avoir le courage d'affronter parfois une immense majorité qui, au fil des années, diminue et faire la politique, avoir le courage de faire la politique du bouchon. La politique du bouchon, c'est un politique qui m'a dit ça. Il m'a dit, t'es sûr d'un truc, tu dis simplement que t'as un doute, puis tu laisses le niveau monter, le bouchon monte avec le niveau, puis une fois que tout le monde est d'accord, tu es en première ligne. Ah ouais, c'est ça. Alors justement, est-ce que derrière cet humour qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce qu'il y a un fond triste, un peu, je dirais, comme les clowns, qu'on sait profondément malheureux? Parce que quand on s'est repenché sur votre histoire, c'est vrai que l'histoire que les Français ne connaissent pas forcément est absolument horrible par certains aspects. Alors peut-être qu'on peut en parler, vous acceptez d'en parler sur ce défi de la vérité. Vous êtes donc issu, vous, d'une famille modeste. Oui. Vous aviez des parents qui travaillaient dur comme fer. Oui. Une mère à l'usine qui gagnait 3 francs 6 sous. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et puis... mon père était charcutier. Et votre père charcutier, c'est ça. À l'époque, on avait le droit d'aller tuer le cochon dans la ferme. Et on repartait le soir, le cochon, il était trié, les poitrines dans les saloirs et tout, le boudin et tout le bordel. C'est moi qui vidais les boyaux. Tu vois, c'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, peut-être une espèce de traumatisme infantile, mais voilà quoi, on allait tuer le cochon. Une maman qui est décédée d'un cancer, que vous n'avez pas pu couvrir de cadeaux, alors que vous avez eu une fortune à un moment colossal. Oui. Et puis un père surtout qui s'est fait assassiner. Oui, un fait divers. Banal, c'est-à-dire ma mère était décédée, mon père a dit à mon travail, il y a une femme qui me fait un peu de l'œil, comme on dit, est-ce que ça vous dérange si elle vient vivre avec moi dans la maison? On lui a dit, non, ça fera... Maman est morte, elle est morte, c'est tout. Toi, tu dois continuer ta vie. Et cette femme, qui a une différence d'âge assez importante avec mon père, elle est venue dans cette région de la Champagne, et elle était avec un bûcheron des Ardennes qui avait à peu près l'âge d'ailleurs de mon père, et ce mec se met en colère après mon père, il le menace de mort, on lui dit fais quand même attention, mais mon père avait peur de rien, et puis un jour il est venu et il a tué mon père. Voilà le fait divers banal, les conditions ignobles, et voilà quoi. Et ça arrive normalement qu'aux autres, et puis un jour ça t'arrive à toi. Et ça a été la boucherie. Et ça, vous en gardez quoi comme image de tout ça? Eh bien, j'ai été très, très étonné d'abord quand ce mec qui s'est livré immédiatement à la police, quand il était dans le box des accusés, il était repentant et je lui ai pardonné. Contre mes frères et sœurs qui me voyaient, qui savent que j'ai un caractère un peu fort et qui avaient un peu du mal à comprendre, mais... Ce type demandait correctement pardon dans ses yeux. Et donc, j'ai accepté son pardon. Alors, tout le monde se dit, mais c'est phénoménal. Pour moi, ça a été plutôt naturel. J'ai repensé qu'il n'était pas... Un peu comme Jean-Paul II, chrétien, avec celui, pratiquant, oui, tout à fait, qui a visité qui était allé le voir en prison. Oui, tout à fait, qu'il l'a visité. Et je pense que c'est très important parce que le pardon, c'est celui qui donne, c'est ce qui donne le coup de sifflet final à toutes les guerres.
Le pardon, tu pardonnes et c'est fini. Le match est terminé. Sinon, la guerre continue, la haine engendre la haine, la colère. Je te tue, tu me tues, t'as tué ma sœur, je tue ta sœur. Tu vois, mais le pardon, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. C'est d'avoir la possibilité de pardonner et donc de se libérer et de ne plus avoir besoin de se servir de la détestation. Quelqu'un te fait du mal, tu le détestes, tu veux sa mort éventuellement, c'est possible, tu peux y penser, mais tu te brûles tout seul. Si tu lui pardonnes, tu t'empêches d'avoir des arguments plus ou moins valables pour exercer une violence, et une violence qui serait aussi conne que celle que tu as subie, même pire. Donc, tu t'évites d'avoir ce virus-là, puisqu'on parlera sûrement aussi de virus aujourd'hui. Oui, dans un instant, mais pour terminer là-dessus, cette personne aujourd'hui est libre, vit encore, et votre père a disparu. Oui. Et ça, vous pouvez accepter ça, malgré tout. Oui, tout à fait, je l'accepte. D'ailleurs, j'ai eu des appels du pied de la dame en question, qui vraisemblablement, a fait rentrer l'assassin de mon père dans cette maison où il s'est caché. Et puis en pleine nuit, avec un fusil et puis un couteau de chasse grand comme ça, a tailladé mon père d'une douzaine de coups de couteau qui lui n'avait rien pour se défendre, tu vois. Donc j'ai un petit peu plus de mal avec cette femme qui n'a pas été punie, puisqu'à l'époque, la justice a dit, écoutez, on a un mort, on a un assassin, ça va, quoi. D'accord, l'affaire a été réglée. Oui, et cette femme a tenté d'entrer en communication avec moi. Je savais qu'elle habitait autour de la région de Reims, et avant un spectacle, et j'ai refusé de la recevoir. Alors pour vous, le rire est en fait, par rapport à tout cela, tout ce que vous nous racontez là, une forme de thérapie en quelque sorte ? Ah ben, c'est mieux que... C'était un échappatoire. C'est mieux que ça, c'est mieux qu'une échappatoire, c'est le seul truc qui peut nous sauver, la seule fenêtre, la seule porte ouverte vers la liberté, c'est que, quoi qu'il t'arrive, t'as encore, in fine, comme disent les avocats, la possibilité d'en rire. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si c'est le malheur qui fait rire. On parlait tout à l'heure du clown triste. J'ai sorti une phrase l'autre jour, j'ai dit, quand vous voyez un clown pleurer, ne soyez pas triste, il se repose. Et c'est exactement ça, quand tu as toujours la possibilité de rire, tu conserves ta force, ta liberté face au diable en personne. Donc je suis très très heureux d'avoir ce talent, de pouvoir faire rire les gens, et puis surtout de redire pour la énième fois, le bonheur, Richard, fait pleurer, fait pas rire, c'est le malheur qui fait rire. Est-ce que dans la salle de cinéma, quand les amants se retrouvent enfin et s'embrassent, est-ce qu'on éclate de rire ? Pas du tout. On pleure. On pleure. Parce que le bonheur nous fait pleurer. Et si on voit une vieille dame qui glisse sur une plaque de verglas, qui a les 4 fers en l'air pendant un moment, on est d'abord écroulé de rire. Ensuite, on va lui porter secours, bien sûr, parce qu'elle s'est sûrement cassé le col du fémur. Mais d'abord, on rit de... Et ça n'est pas forcément... Le rire, il est admis. Ça n'est pas, même dans la Bible... c'est pas forcément le ricanement du diable, le je suis bien content que tu aies mal. Non, il y a un rire tout à fait c'est pas forcé, sain, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui est salvateur et qui nous sert dans notre vie de tous les jours à relativiser, bien sûr. Il y a du reste une thérapie par le rire aujourd'hui employée par les psychos. Concernant le rire, une dernière question peut-être très rapide, mais ça se travaille le rire, parce que vous disiez, moi j'ai cette chance d'avoir ce talent, mais moi par exemple qui n'ai aucun sens de l'humour, est-ce que je peux le travailler, le développer et demain avoir du monde autour de moi qui puisse rire de mes blagues ? Ah oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est un bon exercice. Les blagues, c'est comme un livre, c'est comme un film. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et notamment pour un mec comme toi qui ne sait pas les raconter, eh bien, je te confierai des blagues courtes qui sont inloupables et qui feront rire les gens. Je veux t'en faire une. Par exemple, le mec, il arrive chez son médecin, il dit « Docteur, j'ai des pertes de mémoire. » Et le médecin, il dit « Ah bon ? Mais depuis combien de temps ?» Et le mec, il dit « Depuis combien de temps ? Quoi ?»
Tu vois, elle est inloupable et... Oui, mais raconté par vous, ça passe, raconté par moi, ça passera moins. c'est possible. La qualité du compteur est absolument indispensable. Alors, on va revenir au Covid, parce que je vois que vous êtes venu quand même avec dans votre besace le Parisien du jour. Bah oui. On vous sent particulièrement monté sur ce sujet aujourd'hui. Ah oui, là c'est extraordinaire. On nous aurait dit il y a un an, donc je montre, hein, c'est le Parisien d'aujourd'hui. Hein. Nous sommes aujourd'hui, le jour où on enregistre, lundi 8 mars. On voit dans vaccination, Attal met en garde, Attal donc qui est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, n'écarte pas la possibilité d'une vaccination obligatoire pour les personnels de santé s'ils ne se mobilisent pas rapidement. Ça veut dire faut obéir rapidement. OK. Sinon c'est obligatoire. Ça s'appelle de la dictature. Comment est-ce qu'on aurait pu penser, il y a seulement quelques mois ou un an, qu'on nous dirait vous êtes obligés. Ça n'existe pas d'obliger des gens à se faire vacciner. Le personnel soignant, ils sont au plus près et disent bah oui, mais quand même, on entend parler des complétistes. Hein, on entend parler de ces gens qui nous disent bah oui, mais il y a quand même, ça a été fait assez vite et puis il y a peut-être des risques et puis la modification de l'ARN et tout, ça plane au-dessus de tout le monde et tous les scientifiques sont assez partagés. Certains d'ailleurs sont même sûrs. Notamment un docteur Henrion Caude, qu'on a supprimé de tous les sites, qui a perdu tous ses jobs, qui a été viré comme une merde de partout, parce qu'elle dit, moi je connais bien l'ARN, et donc nous sommes des cobayes un petit peu, et moi je ne suis pas une tomate, et je n'ai pas envie qu'on me modifie, tant soit peu génétiquement. Donc par exemple, moi qui suis là devant moi, je ne me ferai pas vacciner contre un virus qui ne tue personne, hein, pratiquement personne, c'est-à-dire 10, 20, 30 fois moins que la grippe, hein, par exemple, et on n'oblige pas les gens, les seniors, on leur propose de se faire vacciner chaque année contre cette grippe qui, entre parenthèses, pour la petite histoire, elle fait à peu près 20 000 morts par an, mais cette année, pas du tout, zéro. Tu vois, on se demande, on dit, hé, Raymond, c'est toi qui t'es occupé des morts de la grippe, là? Ben, parce qu'on les retrouve pas. Il y en a pas cette année. Ah bon? Mais comment ça se fait? Ben, ils sont où? C'est qui les a rangés? Ben, ils sont rangés. Ils sont rangés dans les morts du Covid. Ça fait déjà 20 000 de moins. Tu vois, c'est pas possible de vivre dans un monde où on te demande d'avoir confiance en des gens qui nous disent tout et leur contraire en permanence. Ça n'existe pas. Donc il faut bien qu'il y ait des gens, ceux qui ont des couilles doivent les sortir. Je fais partie de ceux-là. Alors, Henrion Caude, dont vous parliez, oui. Il y a un instant, figurez-vous, on l'a eu au téléphone juste avant l'émission. C'est pas vrai. Oui. Ah, j'aurais adoré lui parler. Elle nous a demandé si elle pouvait débattre un jour avec vous sur ce plateau même. Ah ben, avec un grand plaisir. Alors là, demain, je reste ici, je l'attends. Alors, on sait que vous avez sorti donc certaines blagues concernant les ministres, en tout cas certains appels qui ont été relayés très fortement sur les réseaux sociaux. Oui. Véran Véreux, qui a fait le tour de la toile. Bien sûr. Il suffit au ministre de traverser la rue, finalement, pour les changer. Oui. Macron qui a trouvé des gouvernants qui sont des seconds couteaux et qui font que des conneries. Vous avez reçu, vous, beaucoup de pression suite à ça. Déjà, un appel du président de la République, je crois. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, il m'a placardisé. Hein. Je ne peux plus avoir le contact avec lui. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui m'épate le plus, c'est comment... Pourquoi il vous a appelé après placardisé? Moi, il m'a appelé parce que je fais beaucoup de monde, sinon il m'aurait pas appelé. Ouais. Si j'avais pas 1 300 000 followers, si quand je m'adresse au président, je ne faisais pas 6 millions de vues, hein, jamais il m'appelle. J'aurais été un kidam quelconque qui n'avait aucune importance, mais il m'a dit textuellement... Je vous ai écouté. D'ailleurs, je vous écoute toujours et j'aimerais parler avec vous. Parce que ça ne se refuse pas un mec qui récupère l'attention seulement du peuple, en tout cas d'une grande partie, c'est-à-dire 6 millions. Eh bien oui, on a envie de parler avec lui pour l'éteindre, ni plus ni moins, puisque c'est ça qui devait se passer. Emmanuel Macron est un
un mec extrêmement élégant. C'est à la fois aussi un serpent qu'on ne voit pas bien. Tu sais, tu vois Kaa dans le livre de la jungle. C'est ça, tu vois. Il arrive à t'amadouer et tout ça. Et moi, je dis non. Mais c'était pas l'occasion de lui lancer un appel à la raison, justement. C'est ce que j'ai fait dans mon message. Dans mon message, j'avais des exigences. Je voulais des échéances. Je voulais pas qu'on reste dans le vague. J'ai dit, donnez-nous une sortie de tunnel, quelle qu'elle soit, quitte à dire, on croyait qu'on allait y arriver, puis on n'y est pas arrivé. Mais là, de nous laisser résolument dans le flou total, dans un trou noir dont on ne voit pas aucune échéance arriver, c'est trop pénible psychologiquement pour le peuple, quoi. Ouais. Donc c'est tout, c'est ce que je lui ai dit, et je crois qu'il a entendu la voix de la raison. Il a entendu un citoyen qui lui disait, on peut pas être dirigé par quelqu'un qui nous met, un drap noir sur le visage en disant, on vous expliquera quand est-ce qu'on va retirer la cloche, quoi. Oui, mais vous avez une force vive d'opposition, on le voit à travers tous ces followers, oui. Je le disais tout à l'heure, donc vous avez droit au chapitre. Vous pouvez, vous, à votre façon, essayer de faire corriger le tir si lui ne prend pas vos recommandations en la matière. C'est ce que je fais aujourd'hui en dénonçant la dictature qu'on est en train de vivre dans notre beau pays. Et qu'est-ce que vous pensez de l'opération controversée lancée par Macron aux youtubeurs, cet appel aux gestes barrières, aux 10 millions de vues sur les réseaux sociaux, en échange de quoi ces youtubeurs viendraient justement à l'Élysée? Je vous le dis, c'est un serpent. Et il faut absolument qu'ils se les mettent dans la poche, si j'ose dire. Pardonnez-moi l'expression, mais quand quelqu'un s'adresse au plus grand nombre, ce qui est mon cas... Bon, moi, il n'a pas pu parce que je me suis, évidemment, j'ai parlé des conversations qu'on avait eues, qui étaient des conversations privées. Quand on m'a dit, c'est quand même pas très gentil de révéler des conversations privées, ça peut froisser le président. J'ai tout de suite répondu, mais quel mal il y a de froisser le président? On est quand même, on a le droit de froisser le président. Oh, on est enfermé, on est à la maison, on est attaché au radiateur. On peut froisser le président, c'est pas très grave de froisser le président. Mais quand tu fais pas partie des lèches-culs qui ne sont d'accord qu'avec la pensée unique et qui ouvrent le cul de tous nos gouvernants pour bien les lécher, pour garder leur job ou d'autres pour avoir un petit peu d'argent. Tu te rends compte, je me fais détruire parce que je dis tout simplement que l'industrie pharmaceutique dirige le monde et que tout le monde cède par cupidité et que d'ailleurs l'humanité tout entière mourra de sa cupidité parce que tout le monde cède aux puissances de l'argent. Et quand on sait que Big Pharma seulement fait pas loin de 500 milliards de chiffres tous les ans, ces gens-là mettent n'importe quel dirigeant de n'importe quel pays à n'importe quel poste. Emmanuel Macron, je suis désolé de dire ça, Emmanuel, mais la première personne à qui il vient donner l'accolade dans la cour du Louvre est le responsable de l'industrie pharmaceutique, comme par hasard. Mais c'est vrai, tu vois, si tu dis à un pote, je te donne 5 000 euros et je t'encule, par exemple, et il va te dire, non, passe ton chemin. Si tu lui dis, je te donne 50 millions d'euros, ton pote, il va dire, attends, 50 millions d'euros, c'est sûr? Oui, regarde, il y a la valise, là, elle est pleine de billets de 500, c'est pour toi. Là, il va réfléchir ton pote, il va réfléchir, il va dire, mais attends, dis-moi, juste pour savoir, ça durerait combien de temps, par exemple? 10, 20, 30 minutes? Disons, allez, 30 minutes. Mais il y aurait moyen de se préparer, on mettrait un peu de gel... Et puis, on pourrait agrandir un petit peu le trou, quoi, avant que tu m'encules. Et ensuite, l'affaire serait conclue. Comme quoi, c'est pas les PD qui manquent, c'est le pognon. Tu vois, ça fait partie des blagues qu'on se raconte comme ça, sous le manteau. Alors, c'est vrai que concernant Emmanuel Macron, vous avez des paroles très fortes à son égard. Vous dites il faut virer la ruche, le roi, la reine et les abeilles. Oui, bien sûr. Mais ce que là, donc c'est un ensemble, en fait. Il faut faire table rase du passé, d'après vous. C'était une référence à 1789. Vous êtes comme Lalanne, ici même sur ce plateau, il y a quelques semaines, qui venait pour appeler à sa démission. Bien sûr, non seulement à sa démission, mais à la démission de tous nos gouvernants qui nous ont trahis, qui nous ont menti suffisamment de fois pour qu'ils soient rayés du barreau, comme on dit chez
chez les avocats, bien sûr. C'est-à-dire que rentrer dans la ruche, c'est le peuple français en 1789, qui tout d'un coup se rebelle et affronte avec des manches de pioche, faut le dire, la noblesse armée française, hein, très armée, imbattable, invincible, et puis ils vont y arriver quand même, c'est mon image, rentrer dans la ruche, et ils vont sortir tout le monde, et la différence avec notre époque, c'est qu'en 1789, donc révolution, grande révolution, les droits de l'homme, tout ça, formidable, et puis le bain de sang ignoble, les dénonciations, les trahisons, les crimes ignobles qui se font entre eux, parce que le peuple n'est pas habitué. D'ailleurs, la terreur de la commune subsiste toujours hein, aujourd'hui chez nos gouvernants. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certaines lois qui restent en vigueur, comme par exemple de réélire le maire de sa ville dans les 3 plus grandes villes par les conseillers municipaux et non pas par le peuple. Tu vois, c'est une espèce de protection. On se protège du peuple. Pardon, c'est mon micro. Et donc... 1789, le peuple prend le pouvoir. Il n'est pas habitué à prendre le pouvoir, évidemment. Donc, on finit par s'entretuer un petit peu, se trahir. Très peu nombreux à l'époque, hein, justement, à se lancer dans cette contestation, un peu comme aujourd'hui. Et surtout, comment ils disent, mais toi, t'as trahi. On finit par couper ceux qui étaient les instigateurs de cette magnifique révolution, qui redonnait le pouvoir, enfin, au peuple. On coupe la tête de Danton, on coupe tous les initiateurs, on leur coupe la terre à eux, à leurs femmes, à leurs enfants. Tu vois, et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus d'autre choix sur Robespierre que la terreur. Alors la terreur, c'est la séquence la plus ignoble hein, de cette révolution. On peut en rougir, tu vois, on peut se dire que là, c'est là que l'homme s'est révélé sous son vrai jour. On n'hésite pas à tuer un enfant de 6 ans, dit « Vive le roi », on l'exécute devant ses parents, tu vois. Donc... la similitude qu'il y a avec cette nouvelle guerre, puisque Emmanuel Macron nous a répété 7 fois, droit dans les yeux, nous sommes en guerre, avec un petit silence avant et après, nous sommes en guerre, et je veux bien le croire, une drôle de guerre, c'est-à-dire drôle de révolution qui passe en fait non pas par l'exécution de nos gouvernants, comme en 1789, mais on les laisse tranquilles, mais par contre, eux-mêmes, les gouvernants, nous font passer directement par la terreur. On brûle les étapes. C'est-à-dire, on brûle les étapes et on dit, on va faire régner la terreur. C'est-à-dire, tu vas mourir. Et quand on te dit, tu vas mourir, eh ben, t'écoutes, tu acceptes le tour de vis, tu restes caché chez toi, tu mets un masque sur ta gueule qui sert à rien, sachant que 95% des transmissions, je profite d'avoir une caméra devant moi pour le dire et le redire, c'est le toucher. Tu vois, c'est ce que nous a dit le professeur Raoult ici la même. grande victoire de la science, c'est l'hygiène. C'est la plus grande victoire. En dehors on peut rabouter 2 os cassés maintenant en chirurgie et tout, mais je veux dire que la plus grande victoire, c'est simplement de comprendre qu'il faut respecter l'hygiène. Les femmes mouraient dans le temps en accouchant, 1 femme sur 2 mourait en accouchant. Tu sais pourquoi ? Parce que le médecin de l'époque, il allait fouiller dans les entrailles d'un cadavre, et sans se laver les mains, il venait accoucher une femme et lui coller une septicémie, et elle mourait dans les 48 heures. On a compris juste qu'il fallait se laver les mains. À la période de la peste, les 2 grandes épidémies, puisqu'on parle de pandémie, 1725 et 1775, je crois, qui ont détruit les 3/5 de la population européenne. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus âme qui vive entre Lyon et Marseille. Plus âme qui vive. Tu vois, ça a été terrifiant. Juste, ils n'avaient pas compris que ceux qui se retranchaient dans leur château, fallait pas toucher les mains du mec qui amenait à bouffer, parce que tu faisais rentrer le truc dans le poulailler, tu vois, le renard dans le poulailler, quoi. Alors, Jean-Marie, les médecins, aujourd'hui, pour eux, les langues se délient, ils viennent de plus en plus, et on est bien placé pour le savoir ici à François, sur le plateau, pour dénoncer, comme vous le faites, un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que les artistes, on les sent extrêmement timides aujourd'hui. Oui, comment vous pouvez expliquer ça, vous ? Eh bien, j'en sais rien. J'ai de la peine de voir nos artistes qui, tout d'un coup, affichent leur gueule pour dire « allons tous nous faire vacciner ». Moi, je leur dis à tous, à la différence de vous, je n'ai pas peur. Je ne cède pas à cette hystérie générale. Je suis désolé
pour eux, mais moi, je n'ai pas peur. Si eux, ils tremblent de peur, c'est dommage pour eux, mais qu'ils n'incitent pas les gens. Puis ceux qui me disent, mais alors donc, vous ne voulez pas protéger votre prochain? Je leur dis, mais qu'est-ce qui prouve que si je ne me fais pas vacciner, je ne protège pas plus mon prochain que si je me fais vacciner? Tu es vacciné, tu as vu Jean-Jacques Bourdin, formidable, il reçoit un des mecs du conseil scientifique, il dit, si je suis vacciné, est-ce que je suis contagieux? Oui, monsieur. Est-ce que je suis protégé? À coup sûr, non, monsieur. Dis-moi pourquoi je vais aller comme une vulgaire tomate me faire modifier génétiquement en sachant que par la suite, ça peut avoir des conséquences monstrueuses. Et même si ce que je vous dis là, à l'instant, même s'il y a une chance sur 100 millions, que ça soit vrai, je ne veux pas la courir. Je laisse vivre mon organisme avec les milliers de virus avec lesquels on vit depuis des milliers d'années et qui finissent de toute façon par mourir. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, le virus, quand statistiquement 60% des gens sont touchés par le virus, ils deviennent l'immunité collective fait que elle tue ce virus comme tous les autres virus. Celui-ci, il a été manifestement bricolé, on est obligé de le dire. Il s'est échappé du laboratoire P4 de Wuhan et il a été suffisamment bricolé pour devenir pandémique. Et donc voilà, c'est tout. Mais sinon, la nature est beaucoup trop forte, si tu veux, pour venir à bout à elle toute seule de l'humanité. Mais en revanche, la destruction de l'économie mondiale, ce qu'on est en train de faire, pierre après pierre, d'écrouler l'économie mondiale, va faire des milliards de morts. Ça, c'est sûr. Sur un plan économique, oui. Sur le plan économique, c'est-à-dire des guerres, on va s'entretuer, on va venir chez toi, Richard, pour te piquer ta bouteille d'Évian, parce qu'il n'y aura plus d'eau dans les grandes surfaces, on va s'entretuer. Les famines et les guerres civiles vont massacrer des centaines de millions de personnes, simplement par cet écroulement économique qui est voulu, qui est prémédité et qui est accompli en ce moment, alors qu'il nous suffirait de rouvrir tout, de dire allez, on rouvre les bars. J'ai dit à Roselyne Bachelot, si tu fermes les théâtres, fermez le métro. Ferme le métro, putain! On est 5 par mètre carré avec une barre pour se tenir. Tu vois, dans le métro, comment on ne laisserait pas 300 personnes venir dans un théâtre alors qu'on est tous rangés dans le même sens? On nous a pris la température à l'entrée. Il y a un fauteuil de libre entre chaque groupe. Comment? Pourquoi? On ne peut pas aller au théâtre? Dites-moi pourquoi on peut aller dans le métro et pas au théâtre. Pourquoi on peut aller dans un TGV? On met 600 personnes pendant 5h30 sur un Paris-Marseille qui se souffle dans la gueule, alors qu'on ne peut pas aller au théâtre, tous rangés dans le même sens et bien en respectant toutes les règles. Alors, il y en a une qui a ouvert sa voie un peu comme vous, en Espagne, c'est Victoria April, dont la vidéo a fait vraiment le tour du net. Je ne l'ai pas vu, Victoria. Mais malheureusement, elle a dû légèrement se rétracter par la suite, tellement elle a subi de pression de la part du peuple espagnol. Mais c'est vrai que sur place, à Madrid, tout est ouvert. Oui. C'est-à-dire, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, tout est ouvert là-bas. Comment vous pouvez expliquer en Italie, maintenant ça commence, en Pologne aussi, Je continue à dire ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Pourquoi est-ce que, en plein air, j'ai encore entendu hier des spécialistes bien dire qu'aucun cluster n'était né de trucs en plein air. Ouais. Les clusters viennent de contamination par l'intérieur, si j'ose dire, et non pas en plein air. C'est-à-dire que les gens qui vont boire un coup sur les quais de Seine, ils ne déclenchent aucun cluster. Et malgré tout ça, c'est-à-dire t'es comme ça, tu te dis je rêve éveillé. Pourquoi, Roselyne, pourquoi tu rouvres pas immédiatement tous les théâtres? Les théâtres, notamment, je parle notamment des théâtres, et les théâtres en plein air encore plus. Je vais heureusement faire des arènes cet été, puisqu'il nous sera permis, dans une arène de 5000 places, de mettre peut-être 3000 personnes. Donc je me régale de le faire, et j'ai fait une expérience l'année dernière qui était très positive pour les gens qui étaient les plus démunis, supporters que je suis des Gilets jaunes. Parce que vous étiez sur tous les ronds-points à l'époque, on se souvient de ça, on vous a vu, vous n'avez pas hésité à sortir. On buvait un coup au rond-point avec les gars et simplement de dire je vais mettre ma place à 5 €,
Et ça a été un tsunami de bonheur et de compliments que j'ai reçus de la part du public, de dire, ben voilà, moi fais partie du personnel soignant, je vais vous faire rire pendant 2 heures. Pendant 2 heures, vous allez oublier tous ces connards. C'est quand même une sacrée bouffée d'oxygène qu'on vient de me dire que ça n'est pas indispensable. À l'époque, il y avait Coluche et le Luron. Maintenant, pourquoi n'y aurait-il pas Bigard et Bajon ensemble qui feraient un carton? Vous avez, vous, imaginé pouvoir faire un duo avec une comédienne de renom? Ben, bien sûr, j'attends que ça. D'ailleurs, peut-être même que on va s'amuser avec Francis Lalanne, peut-être à faire des trucs, moitié chanter et moitié parler. Et ça serait très intéressant. On s'est vu il y a 2 jours. On a dîné chez un ami, c'était magnifique. On a parlé de Dieu, on a parlé de grandes choses qui sont vraies depuis toujours, et ça nous a réconfortés, tu sais, de toucher le fond, de se dire... Moi, j'aime bien les choses qui durent, c'est pour ça que j'aime bien les grands prophètes, j'aime bien les grands sages, parce qu'ils disent des choses durables et qui étaient vraies il y a 3000 ans et qui sont vraies toujours aujourd'hui. Mais Jean-Marie, juste avant cette citation quand même, on sait que l'amour est un don de Dieu, oui. Mais des signes de Dieu aujourd'hui, vous qui êtes croyants, on a du mal à les voir dans ce contexte actuel. Mais c'est pas Dieu qui donne des signes, hein, c'est nous qui faisons tout. Hein. Dieu, il nous a donné un jouet magnifique, il nous a donné une terre qui suffit à nourrir même les 7,5 milliards, même si on est un peu trop, on pourrait se nourrir. Et puis la cupidité a fait que, pour gagner plus d'argent, eh bien, l'humanité s'est amusée à manger des fraises au mois de décembre. Tu vois, je résume, hein, mais ouais. On s'est habitué à Marseille à manger des endives, la perle du Nord, comme on l'appelle, les chicons. Tu vois, on s'aperçoit maintenant tout simplement que si, par un événement climatique quelconque, on n'avait plus la possibilité de se déplacer, on mourrait de faim, sur place, dans un pays comme la France, qui est d'une fertilité incroyable. Tu jettes un truc par terre, en France, ça pousse. Eh bien, on mourrait de faim, car nous n'avons même pas, d'après Colin Serrault, qui a fait un magnifique film là-dessus, on n'a même pas 10% de notre autonomie alimentaire. C'est-à-dire que si tout d'un coup on ne pouvait plus se déplacer, on mourrait. On n'aurait pas le temps de creuser le jardin, de planter quelque chose pour subsister à ses propres besoins. On n'aurait plus le temps, on serait déjà mort. Donc il faut relativiser tout ça et se dire qu'on a brisé notre jouet et que le jouet que Dieu nous a donné, il était absolument parfait. Et puis on l'a bousillé en pas longtemps, hein. C'est-à-dire quelques milliers d'années. La Terre est restée avec ses qualités, ses prérogatives, et puis le soin qu'elle prenait de nous. Et puis, depuis quoi, un petit siècle et demi à peine un siècle et demi, depuis l'utilisation de l'énergie fossile, on a provoqué, en un siècle et demi, 90% de toute la pollution de la Terre en un siècle. C'est extraordinaire, on sait, c'est pour ça que je voulais lire à ce moment-là cette lettre à la Terre, parce que tu vas voir qu'à l'époque... Accélération de l'histoire, allez-y. Mais on n'est pas dans la pandémie ni rien du tout. J'ai écrit des lettres à tout le monde, j'ai écrit à ma bite, hein, donc ça n'a pas aidé à vendre le bouquin, parce que dit oui, mais il est écrit à sa bite, ben ouais, je peux vous la dire très rapidement, ma chère bite, tu as tellement fait d'aller-retour, et souvent au même endroit, tel un pompier pyromane, tu as tellement allumé de feu et tu en as tellement éteint. N'écoutant que ton courage, tu as bravé les glaires, les pertes blanches, les mycoses et autres staphylocoques. Bravo, tu es mon étendard, et qu'on ne vienne pas me dire sanglant. Et j'ai dit un petit post-scriptum, en fait, t'es comme moi, t'as de plus en plus de mal à te lever le matin. Bon. Et j'ai écrit cette lettre donc à la Terre, ma chère Terre. À l'heure où je t'écris cette lettre, tu dois bien rigoler. Vache immortelle, tu chasses d'un coup de queue les 7 milliards de mouches qui t'importunent tout en ruminant tranquillement le temps. Parmi ces mouches, les plus drôles de loin sont celles qui prétendent veiller sur toi, te protéger. Mais te protéger de quoi? Si tu voulais un seul petit paix d'un seul de tes petits volcans,
anéantirait presque toute vie sur toi. Une période glaciaire de 30 ou 40 000 ans représenterait pour toi un petit somme, une micro-sieste, en quelque sorte. Puis, une fois débarrassé de ton manteau de poussière, tu pourrais à nouveau te faire dorer la pilule au soleil. Et 200 ou 300 000 ans plus tard, pourquoi pas, quelques petites mouches réapparaîtraient. Tu redonnerais alors quelques petits coups de queue en souriant à celles qui se font tellement de soucis pour toi. Et tu auras une pensée bienveillante, j'en suis sûr, pour cette humanité qui scie avec une ardeur incroyable la branche sur laquelle elle est assise. Respect à toi, Jean-Marie Bigard. Ouais, comme quoi derrière. Je m'adresse à la terre, donc Dieu. Il y a une leçon de vie derrière. Dieu, il est non seulement là, mais il sera encore là, et dans des milliers d'années. Si l'humanité s'amuse à se pourrir sa propre existence, à s'entretuer, c'est le problème de l'humanité. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. En tout cas, merci à travers votre présence, la révélation d'une très belle humanité qui est la vôtre, qu'on a perçue tout au long de cette émission. Peut-être 2 petites questions pour terminer. Déjà ? Qui sont des questions des téléspectateurs. La première des questions, c'est de quoi vit-il aujourd'hui ? Est-ce que vous avez mis de l'argent de côté ? Est-ce que vous gérez bien votre patrimoine ? Et est-ce que vous avez encore beaucoup d'argent ? Puisque vous avez annoncé, c'est vrai, lors d'une émission sur une chaîne concurrente, que vous, en fait, à un moment donné, vous étiez très riche. Oui, j'ai été très riche. Je trouve que j'ai un peu tout donné autour de moi, parce que c'est un donné truc... à qui, comment et pourquoi ? Pour tout, des associations, aussi bien que pour mon ex-femme, aussi bien pour toutes les choses que je laisse partir. Je suis un peu un panier percé. Et donc, si j'avais été cupide, moi aussi, j'aurais plutôt fait fructifier ma fortune. Et j'en aurais certainement toujours aujourd'hui, mais bon. Moi, il me reste 2 € dans ma poche, je les donne à un mendiant. Donc, je suis un petit peu comme ça, et j'arrive pas trop à conserver cet argent. Je me sens presque coupable d'avoir eu toute cette fortune, tu vois. Bref, je l'ai redistribuée. Et je trouve ça très bien. Mais maintenant... je n'ai plus rien, et donc c'est pas mal de s'alléger, tu sais, de tout, et notamment de l'argent. Celui qui veut suivre Jésus, par exemple, il dit « Jésus, je voudrais te suivre, j'ai donné la moitié de mon immense fortune aux pauvres, je l'ai donné !» Et Jésus lui dit « il faut que tu donnes tout, sinon tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas faire partie des apôtres, tu vois. » Eh bien, en fait, moi, je me suis certainement arrangé pour tout donner. Et donc, je n'ai plus rien. Vous êtes en mission, vous êtes en croisade sur cette terre. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise ? C'est une des questions qu'on est en droit de se poser une fois que vous auriez disparu. J'aimerais qu'on mette sur ma tombe CJ, un bouffon qui avait des couilles. Parce qu'entre 2 couilles, il y a un cœur. Oui, exactement. J'ai dit tout le temps cette phrase aux journalistes, derrière, entre 2 couilles, il y a un cœur qui bat. Ah ouais, en tout cas... Ça me fait rire et en même temps, ça me fait pleurer parce que je sais, je connais moi mon cœur, je sais le pourquoi du comment, je ne me plains pas de ma situation financière, j'ai juste à dire t'avais qu'à pas donner autant d'argent et puis t'en aurais beaucoup plus. Et si je récupérais seulement ce que j'ai prêté ou donné aux gens, je serais millionnaire. Mais ça m'a fait plaisir de le faire et que... Le fait de faire un cadeau, c'est déjà tu reçois déjà en retour un cadeau. Je pense à la gratuité du don en permanence pendant toute ma vie. Je sais une chose, c'est que si tu donnes un sourire à quelqu'un, ça ne t'enlève pas ton sourire. Pourtant, tu l'as bel et bien donné et il va certainement se multiplier. La personne qui a reçu ce sourire va peut-être en donner un à quelqu'un d'autre. C'est la multiplication des pains. C'est exactement ça. C'est-à-dire, pourquoi pas, penser amour, être un amour, parce que c'est la meilleure récolte. Et puis à propos du pognon, j'ai fait copain avec le professeur Kayat, que j'ai donné des grosses sommes pour le cancer, entre autres. Hein. Mais il m'a dit dans une soirée où on était invités, donc il y avait une personne connue par table, et chaque personne qui avait de l'argent payait une table, 10 000 € par exemple, mais qui avait une personnalité à sa table, donc des soirées de charité. Et il me dit, va dire quelque chose pour que les gens, ils donnent
de l'argent. Et je suis monté sur l'estrade sans savoir trop quoi dire, et puis il m'est venu cette phrase, j'ai dit, l'argent a ceci de comparable au fumier, que si on le laisse en tas, il pollue l'air, mais si on le disperse dans le champ, il donne des moissons merveilleuses. Ah, c'est une superbe image pour terminer cette émission, en tout cas. Merci Richard. Merci. Tu vois Richard, j'aimais pas ta gueule au début et maintenant je t'adore. Moi, j'étais pas forcément très enclin à vous recevoir parce que c'est vrai que vous avez un côté très disruptif qui aujourd'hui, dans la ligne éditoriale de François, peut coller, mais peut également... Énervé. Peu énervé. Mais en tous les cas, j'étais ravi de passer cette heure en votre compagnie. Merci, J'ai vraiment eu l'impression de mieux vous connaître. Ouais. Ben, merci François et merci à La Vérité d'exister. Merci à vous tous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à envoyer toutes vos réactions à François, bien entendu, et à Jean-Marie Bigard. Comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui? Est-ce que vous avez appris de nombreuses choses sur lui? Est-ce qu'il est apparu véritablement sous un visage quelque peu différent de ce que vous connaissiez de lui? Merci beaucoup de nous le dire et à très bientôt pour un nouveau Défi de la Vérité. Merci, au revoir.